La mousse rose jaillissait de la bouche du petit garçon de 6 ans, tandis que les médecins reculaient avec dégoût, murmurant et ricanant devant l'enfant paralysé. Le père millionnaire, autrefois puissant et respecté, se tenait désormais impuissant, tandis que les professionnels de santé se moquaient de l'étrange condition de son fils. Personne ne remarqua la frêle fillette de 8 ans dans le coin, dont le secret impossible allait tout changer. Où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres histoires vraies et bouleversantes qui vous laisseront sans voix. Les chaussures en cuir italien de Thomas Mitchell crissaient sur le sol immaculé de l'hôpital Necker-Enfants Malades alors qu'il faisait les 100 pas devant la chambre de son fils. À travers la vitre, il voyait Jason allongé sans bouger sur le lit, des tuyaux serpentant autour de son petit corps, ses yeux bleus autrefois pétillants désormais vides. 3 mois plus tôt, son garçon de 6 ans courait dans le jardin de leur villa de Neuilly-sur-Seine en riant. À présent, il ne pouvait même plus cligner des yeux sur commande. « Monsieur Mitchell », appela le professeur Reynaud en s'approchant avec une tablette à la main, l'expression grave et professionnelle. 4 internes le suivaient, leur blouse encore raide de nouveauté. « Y a-t-il du changement ?» demanda Thomas, la voix pleine d'un espoir pathétique, perceptible même à ses propres oreilles. « Je crains que non », répondit le professeur en l'invitant à entrer dans la chambre de Jason. « Nous avons effectué tous les examens imaginables. La paralysie reste inexpliquée. » À peine s'étaient-ils approchés du lit que le corps de Jason se mit soudain à convulser. Une mousse rose s'échappa de ses lèvres, formant de délicates bulles couleur de rose qui éclataient dans de petits bruits humides. « Mon Dieu !» murmura un des internes en reculant. Le professeur Reynaud fronça les sourcils. « C'est la 3e fois aujourd'hui. Nous avons analysé la substance, mais les résultats restent indéterminés. » Thomas voulut saisir la main de son fils, mais le professeur s'interposa discrètement. « Reculez un peu, monsieur Mitchell. Nous ne connaissons pas encore le risque de contagion. »« C'est mon fils, » répliqua Thomas fermement en le contournant. C'est alors qu'il l'entendit. Un ricanement étouffé d'un des internes, puis un autre suivi d'un murmure. Le garçon rose frappe encore. Thomas se figea. « Pardon ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Le professeur lança un regard sévère à son équipe, mais le mal était fait. Le plus grand des internes, au visage perpétuellement figé dans une suffisance méprisante, s'éclaircit la gorge. « Juste un surnom sans importance, monsieur. De l'humour noir médical. Ça nous aide à tenir. »« Vous riez de mon fils, » dit Thomas, la voix dangereusement basse. « Pas du tout, docteur, » commença Reynaud, coupant court. « Le docteur Kent s'excuse, n'est-ce pas ?» L'interne hocha la tête sans sincérité. « C'est donc ça, » lança Thomas en haussant le ton. « J'ai donné 5 millions d'euros à cet hôpital, et vous transformez mon fils en sujet de plaisanterie. Monsieur Mitchell, s'il vous plaît, je veux d'autres médecins, tous dehors. » « Avec tout le respect que je vous dois, » répondit le professeur Reynaud d'un ton tendu. « Nous sommes la meilleure équipe de neurologie pédiatrique de France. Le cas de votre fils déroute les spécialistes de tout le pays. Peut-être vos attentes sont-elles irréalistes. » La colère de Thomas se figea en une rage glaciale. « Mes attentes? Mon fils de 6 ans ne peut ni bouger, ni parler, et il écume de mousse rose pendant que vous plaisantez. Papa. » Le mot était si doux, si improbable, que la pièce entière se figea. Mais ce n'était pas Jason qui avait parlé. Dans l'embrasure de la porte se tenait une petite fille d'à peine 8 ans, au corps d'une maigreur douloureuse, la tête enveloppée d'un foulard coloré. Elle s'appuyait sur une potence à perfusion, ses grands yeux fixés non sur les adultes en dispute, mais sur Jason. « Il a dit, papa, » murmura la fillette, « il essaie de te parler. » Le professeur Reynaud soupira.
Emma Whelan, tu devrais être dans le service d'oncologie. Infirmière, je l'ai entendu, insista Emma, sa voix gagnant en force malgré sa fragilité. Pas avec mes oreilles. Ici, ajouta-t-elle en tapotant sa tempe. Je suis désolée, souffla une femme haletante, apparaissant derrière elle, le visage marqué de fatigue et d'inquiétude. Emma, chérie, on avait parlé de ne pas t'éloigner. Mais maman, le garçon à la bouche rose a appelé son papa. Je l'ai entendu. Thomas s'agenouilla devant la fillette. Tu as entendu mon fils? Emma hocha la tête avec gravité. Il n'est pas paralysé comme il le croit. Il est prisonnier. Ses pensées sont bloquées. Ça suffit, trancha sèchement le professeur Reynaud. Madame Whelan, s'il vous plaît. Sarah, corrigea-t-elle d'une voix lasse. Et je suis désolée. Emma développe cette fixation depuis son diagnostic. Quel diagnostic? Demanda Thomas, les yeux toujours rivés sur le visage sérieux de la fillette. Sarah hésita. Neuroblastome stade 4. Il lui reste 2 mois, peut-être moins. Comme pour ponctuer les paroles de sa mère, Emma se plia soudain en deux, secouée d'une violente toux. Lorsqu'elle se redressa, il y avait du sang sur sa paume, et à cet instant précis, comme en écho à sa douleur, le corps de Jason convulsa de nouveau. Mais cette fois, tandis que la mousse rose jaillissait de ses lèvres, ses yeux se fixèrent directement sur ceux d'Emma, et il cligna délibérément 2 fois. « Hors de question », dit Sarah Whelan, d'une voix ferme malgré l'épuisement, tout en rajustant les oreillers d'Emma. « Tu ne retournes pas dans la chambre de ce garçon. »« Mais, maman, pas de mais. Tu as entendu le docteur Patel. Ton taux de globules blancs est dangereusement bas. La moindre infection pourrait... » Elle ne termina pas sa phrase. La chambre d'Emma, dans le service d'oncologie pédiatrique, ressemblait à un sanctuaire voué à la normalité perdue. Des dessins couvraient les murs stériles. Des peluches encombraient le lit étroit et des guirlandes lumineuses scintillaient autour de la fenêtre. Autant d'efforts pour dissimuler les machines qui maintenaient sa fille en vie. « Il est comme moi », murmura Emma en serrant contre elle son lapin en peluche préféré, enfermé à l'intérieur. Sarah s'assit au bord du lit. « Chérie, je sais que tu veux aider, mais c'était juste une coïncidence. Le clignement, la mousse, tu ne peux pas t'en mêler. »« Trop tard pour cet avertissement, » dit une voix grave depuis l'embrasure de la porte. Thomas Mitchell se tenait là, son costume hors de prix froissé, les yeux rougis. « Je suis désolé d'interrompre, mais je devais parler à Emma. » Sarah se redressa instinctivement, protectrice. « Monsieur Mitchell, je comprends votre situation, mais Emma est très malade. »« Je comprends, » répondit Thomas en levant les mains dans un geste d'apaisement. « Je ne prendrai qu'1 minute. »« C'est bon, maman, » dit Emma, soudain plus âgée que ses 8 ans. « Il a peur. »« Terrifié, » admit Thomas avec une honnêteté désarmante. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait d'effrayer un animal sauvage. « Tu as dit que Jason était prisonnier. Qu'est-ce que tu voulais dire? » Emma tripota les oreilles de son lapin en peluche. « C'est comme, tu sais, quand tu rêves que tu veux courir, mais que tes jambes ne bougent pas. Lui, c'est tout son corps, sauf qu'il est éveillé. Et on peut entendre ses pensées. » Emma hocha la tête. « Pas vraiment des mots, plutôt des sentiments, des images. » Sarah croisa les bras. Emma a toujours eu beaucoup d'imagination. « Maman !» protesta Emma avec un petit roulement d'yeux qui la fit redevenir une fillette normale. « Tu te souviens du chat de Madame Peterson ?» Sarah tressaillit. « C'était différent. » Thomas les regarda tour à tour. « Quel chat? »« Le chat de nos voisins est tombé malade, » expliqua Emma.
Personne ne savait pourquoi. J'ai dit qu'il avait avalé un élastique. Ils l'ont opéré et ils l'ont trouvé. Un coup de chance, dit Sarah, sans conviction. Emma se tourna vers Thomas. Jason n'est pas malade comme il le pense. Quelque chose bloque les messages de son cerveau. Les médecins ont testé toutes les pathologies neurologiques possibles. Ce n'est pas dans son cerveau, coupa Emma. C'est dans son sang. C'est collant, comme du miel dans une paille. Thomas la fixa. Comment peux-tu savoir ça? Parce que je le vois, répondit Emma simplement. Quand je le regarde, je vois des rivières rouges avec du miel rose qui bloquent tout. Monsieur Mitchell, intervint Sarah. Je suis désolé, mais cela ne sert à rien. Emma doit se reposer. Thomas passa une main dans ses cheveux en bataille. Bien sûr. Pardonnez-moi. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Juste une dernière question. La mousse rose? C'est son corps qui essaie de se débarrasser du truc collant, dit Emma avec la certitude de quelqu'un énonçant une évidence. Son corps est intelligent. Après le départ de Thomas, Sarah borda sa fille d'une main tremblante. Tu ne peux pas continuer à faire ça, Em, à te mêler des problèmes des autres. Ce n'est pas un étranger. C'est Jason. Tu ne le connais même pas. Si. Emma baissa la voix. Il sait pour moi aussi. Il sait que je vais mourir. La voix de Sarah se brisa. Tu ne vas pas mourir? Le nouveau traitement ne marche pas, conclut Emma doucement. Ce n'est pas grave, maman. Je n'ai plus peur. Elle chercha la main de sa mère. Mais Jason, lui, a peur. Et je crois que je peux l'aider avant de partir. Sarah essuya ses larmes. Ce millionnaire n'a pas besoin de ton aide. Laisse les médecins s'en charger. L'argent ne peut pas réparer ce qu'il a, répondit Emma avec une fermeté surprenante. Mais moi, oui. On frappa à la porte. Le professeur Benoît, oncologue d'Emma, entra avec une tablette. Contrairement à la plupart des médecins, il portait toujours un nœud papillon au lieu d'une cravate. Celui du jour était couvert de petits dauphins. « Comment va ma petite philosophe préférée ?» demanda-t-il avec une chaleur sincère. « Professeur Benoît, » commença Sarah avec inquiétude. Emma s'est encore fixée sur un autre patient. Un garçon atteint d'une sorte de paralysie. Elle pense pouvoir l'aider. Jason Mitchell. Le professeur hocha la tête. Les nouvelles circulent vite dans cet hôpital, surtout quand il s'agit d'une des familles les plus riches de Paris, faisant scandale dans le service de neurologie pédiatrique. Elle prétend entendre ses pensées, poursuivit Sarah, comme pour le chat de Madame Patterson et les autres. Le professeur observa Emma avec attention. Vous savez, à la faculté de médecine, on nous apprend que les coïncidences ne sont que des schémas que nous n'avons pas encore compris. Il s'assit à côté d'elle. Dis-moi ce que tu vois quand tu regardes Jason. Et tandis qu'Emma décrivait en détail le sang visqueux, les yeux du professeur s'écarquillèrent derrière ses lunettes. Le lendemain, le professeur Benoît, cette fois avec un nœud papillon orné de petits microscopes, étudiait les résultats de laboratoire sur sa tablette. En face de lui, dans la cafétéria de l'hôpital, Thomas Mitchell attendait, son café intact. « Alors ?» demanda Thomas. « Y a-t-il une base scientifique à ce qu'a dit Emma ?»« C'est remarquable, » admit le professeur. Emma a parlé d'un sang épais bloquant les signaux. Ces nouveaux tests montrent que Jason a un taux de viscosité plasmatique extrêmement élevé. C'est comme si son sang avait développé une protéine anormale qui entrave la circulation, surtout vers les voies neuronales. Pourquoi les précédents tests ne l'ont-ils pas détecté? Parce que personne ne la cherchait. Le professeur ôta ses lunettes. Cette configuration protéique, je n'ai jamais rien vu de tel. Elle ne correspond à aucune pathologie connue. Thomas se pencha. Mais cela expliquerait la paralysie? Potentiellement, oui. Si les signaux nerveux sont bloqués par cette substance, cela pourrait provoquer exactement les symptômes observés.
Et la mousse rose? Peut-être une réaction immunitaire. Son corps tente d'expulser la protéine par le système respiratoire. Chalmers resta silencieux, absorbant l'information. Donc, une fillette de 8 ans, en phase terminale, a diagnostiqué ce qu'une équipe de spécialistes n'a pas su voir. Elle ne formulerait pas ça ainsi devant le professeur Reynaud, répondit Benoît avec un léger sourire. Son ego est plus fragile qu'une pêche en été. Malgré tout, Thomas éclata de rire. En parlant de Reynaud, il a failli faire une attaque quand j'ai exigé ses tests. J'imagine bien, répondit le professeur avec amusement. L'expression du professeur Benoît se fit grave. Écoutez, je n'ai aucune explication à la manière dont Emma a su ce qu'il fallait chercher. En 20 ans d'oncologie, j'ai eu des patients capables de percevoir des choses qu'ils n'auraient jamais dû percevoir. La science médicale n'a pas toutes les réponses. Vous pouvez le soigner? Demanda Thomas. Cette maladie du sang? Théoriquement, répondit le professeur, une plasmaphérèse pourrait aider. En gros, filtrer son sang. Mais avec cette protéine inconnue, nous serions en territoire totalement inexploré. Il haussa les épaules. Le téléphone de Thomas vibra. Il jeta un œil et se leva brusquement. C'est Jason. L'infirmière dit qu'il convulse encore. Ils se précipitèrent vers la chambre où se trouvait non seulement le personnel soignant, mais aussi Emma, qui avait réussi à faire rouler sa potence à perfusion depuis le service d'oncologie. « Emma !» s'exclama le professeur Benoît. « Tu ne peux pas être ici. »« Je devais venir, » dit-elle, le visage tendu par la concentration, tandis qu'elle observait le corps de Jason se tordre par à-coups, une mousse rose coulant de sa bouche sur l'oreiller. « Ça empire, » murmura-t-elle. La chose collante se défend. Une infirmière ricana. « Qui a laissé cette gamine entrer ici? »« Moi, » répondit la voix fatiguée de Sarah dans l'embrasure de la porte. Elle serait venue de toute façon, alors autant que je pousse son fauteuil. Thomas n'entendit presque pas. Son regard restait rivé sur son fils. « Faites quelque chose » cria-t-il à personne en particulier. « Laissez-moi passer » dit Emma d'une voix étonnamment autoritaire. Sarah voulut la retenir, mais le professeur Benoît posa doucement une main sur son bras. « Attendez » murmura-t-il. « Voyons. » Emma s'approcha du lit, avançant avec lenteur malgré sa faiblesse. Elle posa une main pâle sur le front de Jason. L'effet fut immédiat et stupéfiant. Les convulsions ralentirent, puis cessèrent. La mousse rose s'arrêta de bouillonner et sa respiration se calma. « C'est impossible » souffla une infirmière. Emma garda la main sur son front, les yeux clos dans une intense concentration. « C'est vraiment coincé » dit-elle comme si elle parlait d'un casse-tête compliqué. « Mais je vois le chemin maintenant. »« Emma » commença Sarah d'une voix inquiète. « Ça va, maman. » Sans ouvrir les yeux, elle tendit son autre main vers Thomas. « Il a besoin de son père. Il sent que tu as peur. » Thomas hésita, puis prit sa main, posant l'autre sur le bras de Jason. Un cercle se forma. Emma, Jason, Thomas, et retour vers Emma. « Dis-lui que c'est normal d'avoir peur, » murmura Emma. « Mais que tu n'abandonnes pas. » Thomas avala difficilement sa salive. « Jason, mon grand, c'est papa. Je sais que tu as peur. Moi aussi. Mais je ne t'abandonnerai jamais. Jamais. » Les paupières de Jason battirent. Ses doigts complètement paralysés, frémirent. Le professeur Benoît s'approcha, la curiosité scientifique prenant le dessus sur son scepticisme. « Emma, que fais-tu exactement? » « Je montre à son sang comment circuler correctement, » répondit-elle comme si c'était une évidence. « Comme tracer un chemin dans la neige. »« Ce n'est pas médicalement possible, » grommela l'infirmière sceptique.
Le professeur lui lança un regard dur. Pas plus que d'identifier une protéine sanguine inconnue sans test. Et pourtant, nous y sommes. Soudain, Emma chancela, son visage perdant la faible couleur qui lui restait. « Je dois arrêter maintenant » murmura-t-elle. « Ça demande trop d'énergie. » En retirant sa main du front de Jason, ses genoux cédèrent. Thomas la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, serrant son petit corps dans ses bras pendant que Sarah accourait. « C'est exactement ce que je craignais » sanglota Sarah, tandis que le professeur prenait le pouls d'Emma. « Son rythme cardiaque est élevé mais stable » dit-il rapidement. « Ramenez-la dans sa chambre. » Alors qu'il la plaçait dans son fauteuil, les yeux de Jason s'ouvrirent tout grands pour la première fois depuis des mois. Il regarda directement Emma, le regard vif et conscient, puis prononça distinctement un seul mot. « Merci. » Le silence tomba, sidérant toute la pièce. C'est à ce moment précis que le professeur Renaud entra, s'immobilisant net devant la scène. « Que se passe-t-il ici, bon sang? » Thomas se tourna vers lui, les yeux brillants d'un éclat dangereux. « Ce qui se passe, docteur, c'est que mon fils parle. Quelque chose que votre brillante équipe de neurologie pédiatrique disait impossible. »« C'est impensable, » balbutia Renaud. « Il n'existe aucune explication médicale à une récupération aussi soudaine. »« Ah, je ne sais pas, » répondit Thomas d'un ton glacé. « Peut-être devriez-vous demander à la fillette de 8 ans. Elle semble faire mieux votre travail que vous. » La villa Mitchell s'étendait sur 2 hectares à Neuilly-sur-Seine. Ses jardins impeccablement taillés et sa façade majestueuse témoignaient d'une fortune ancienne et d'un goût plus ancien encore. Mais ce soir-là, tout cela paraissait creux à Thomas, assis dans son bureau, entouré de revues médicales et de dossiers de recherche. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jason avait parlé. 3 jours d'amélioration lente, mais indéniable. Il pouvait désormais bouger les doigts et les orteils à volonté, tourner la tête, articuler de courtes phrases, même si l'effort l'épuisait encore. Les épisodes de mousse rose continuaient, mais plus espacés. Monsieur Henry, le majordome de la famille depuis 10 ans, apparut à la porte du bureau. « Madame Willon et sa fille sont arrivées. » Thomas posa sa lecture. « Faites-les entrer, je vous prie. » Il avait fait venir Sarah et Emma par voiture privée depuis l'hôpital, un petit luxe qu'il pouvait aisément se permettre, et qui évitait à Sarah la fatigue des transports en commun avec une enfant immunodéprimée. Emma entra la première, marchant par ses propres moyens ce jour-là, bien que Sarah restât tout près, prête à la soutenir. La résilience de la fillette continuait d'étonner Thomas. Son corps faiblissait, mais son esprit semblait indomptable. « Ta maison est plus grande que toute mon école », observa Emma sans détour, en contemplant les plafonds voûtés et les meubles anciens. Thomas sourit malgré lui. « Elle est inutilement vaste, surtout pour Jason et moi seul. »« Où est la maman de Jason ?» demanda Emma avec la curiosité directe d'un enfant. Sarah grimaça. « Emma, souviens-toi de ce qu'on a dit à propos des questions personnelles. »« Ce n'est pas grave, » la rassura Thomas. « Christine, la mère de Jason, est morte dans un accident de voiture l'an dernier. C'est en partie pour cela que tout ceci. » Il s'interrompit, ne voulant pas imposer son chagrin à une enfant. « C'est pour ça que tu as encore plus peur de le perdre, » conclut Emma d'un ton factuel. « Je comprends. Maman aussi. Elle a peur de me perdre. » Sarah poussa un petit soupir blessé. Thomas s'éclaircit la gorge. « Jason est à l'étage, dans sa chambre. L'équipe médicale est avec lui, mais il demande souvent après toi, Emma. » En gravissant le grand escalier, Emma s'arrêta, fascinée par un grand portrait. « C'est ton entreprise? Les laboratoires? Mitchell Santé? » Thomas suivit son regard vers le tableau représentant le siège du groupe. « Oui,
nous développons des composés pharmaceutiques et des polymères médicaux. Emma fixa l'image avec une intensité étrange. C'est intéressant, dit-elle simplement. Avant que Thomas ne puisse lui demander pourquoi, ils arrivèrent dans la chambre de Jason, aménagée à mi-chemin entre une chambre d'enfant et une suite hospitalière. Jason était assis, soutenu par des oreillers, le teint encore pâle, mais les yeux vifs et conscients. En voyant Emma, un sourire illumina son visage. « Tu es venu, dit-il, la voix plus forte que Thomas ne l'avait entendue depuis des mois. « Je t'avais promis, non ?» répondit-elle en s'approchant sans hésitation, tandis que les infirmières échangèrent des regards. Toutes avaient entendu parler de « la petite miraculée » de l'hôpital. « Mesdames, dit Thomas, pouvez-vous nous laisser un instant? Madame Gillon restera avec les enfants. » Une fois seule, Emma posa sa main sur le bras de Jason. Contrairement à l'hôpital, il n'y eut pas de réaction spectaculaire. Seulement un calme lien entre deux enfants confrontés à des combats qu'aucun enfant ne devrait connaître. « La chose collante est toujours là, » constata Emma, « mais moins forte. Tes rivières coulent mieux. »« C'est pour ça que je peux bouger plus ?» demanda Jason. Emma hocha la tête. « Ton corps apprend à se défendre. » Thomas échangea un regard avec Sarah, partagé entre scepticisme et espoir. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Lui-même avait encore du mal à concilier les dons inexplicables d'Emma avec sa vision scientifique du monde. « Monsieur Mitchell, » dit soudain Emma d'une voix sérieuse, « je dois vous poser une question importante. » « Bien sûr. Est-ce que votre entreprise utilise des produits chimiques appelés purs, perfluo, alkyl ?» Thomas la fixa, stupéfait. « Des composés PFS ?» « Oui. Certaines de nos divisions les emploient pour les revêtements de dispositifs médicaux. Comment peux-tu connaître ce terme? » « Je ne le connais pas, » répondit Emma. « Je l'ai vu dans le sang collant de Jason. » Elle hésita, puis regarda sa mère. « Et aussi dans mes tumeurs. » Son regard revint vers Thomas, étonnamment direct. « Vos produits chimiques sont dans nos deux corps, monsieur Mitchell. » Le silence s'abattit dans la pièce. Thomas eut l'impression que le sol s'effondrait sous lui. « C'est une accusation très grave, » parvint-il à dire enfin. « Ce n'est pas une accusation, » corrigea Emma. « C'est juste ce que je vois. »« Emma, » intervint Sarah, la voix tremblante. « Monsieur Mitchell dirige une entreprise qui soigne les gens. »« La plupart du temps, oui, » admit Emma. « Mais certains produits blessent au lieu d'aider. » Jason, qui écoutait attentivement, porta soudain la main à sa gorge. Une mousse rose jaillit de ses lèvres, tandis que son corps se raidissait. « Jason !» s'écria Tom en se précipitant. « Laisse-moi faire » dit calmement Emma en posant ses deux mains sur les épaules du garçon. « Respire, Jason. » Dis à la chose collante de s'en aller. C'est ton corps. À la stupéfaction de Thomas, les yeux de Jason se fixèrent sur ceux d'Emma et sa respiration se stabilisa. La mousse rose disparut. « Comment as-tu fait ça ?» murmura Sarah. Emma haussa les épaules. Je lui ai juste montré comment faire. Thomas s'effondra sur une chaise, submergé. Une contamination par les PFS? Impossible. Nos protocoles environnementaux sont les plus stricts du secteur. Mais, même en prononçant ces mots, son esprit tournoyait. La nouvelle formule de revêtement développée l'an passé, les essais précipités, les exigences du conseil d'administration pour respecter les délais malgré ses avertissements. « Monsieur Mitchell » appela doucement Emma, ramenant son attention. « Je ne pense pas que vous saviez, mais quelqu'un, oui. » Thomas regarda cette enfant mourante qui voyait les vérités que tous ignoraient, et prit une décision. « Sarah, » dit-il en se levant, « accepteriez-vous que je fasse des analyses spécifiques sur Emma?
des tests cherchant précisément les composés PFAS? Sarah hésita, observant sa fille. Est-ce que cela aiderait son traitement? Je ne sais pas, admit Thomas. Mais si Emma a raison, cela pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe chez les deux enfants. Et qui en est responsable? Il y en a d'autres, ajouta Emma doucement. D'autres enfants. Pas aussi mal que Jason et moi, mais ils commencent à tomber malades. Elle désigna la fenêtre, vers le nord-est. Là-bas, près de l'eau. Tom suivit son geste, un frisson lui parcourant l'échine. Elle pointait précisément dans la direction de la Seine, à côté du principal centre de recherche des laboratoires Mitchell Santé. « Maman, » dit Emma d'une voix soudain redevenue enfantine. « Je me sens fatiguée. » Sarah se précipita pour la soutenir alors qu'elle vacillait. « Nous devrions te ramener à l'hôpital, » dit Thomas en attrapant son téléphone. « Je vais appeler la voiture. »« Non, » protesta faiblement Emma. « Je veux rester encore un peu avec Jason, » murmura Emma. Jason tendit la main vers elle. Leurs doigts s'entrelacèrent. « S'il te plaît, papa. Elle a qu'à faire partir la chose collante. » Thomas regarda Sarah, visiblement partagée. « 1 heure, finit-elle par céder. Ensuite, on rentre. » Tandis que les adultes s'éloignaient pour s'organiser, les deux enfants restèrent main dans la main. Une île de compréhension silencieuse au cœur de la tempête. « Ils ne comprennent pas, » chuchota Jason. « Comment tu fais pour voir à l'intérieur des gens? » La plupart des adultes ne comprennent pas, confirma Emma. Sauf peut-être le professeur Benoît. « Tu es vraiment en train de mourir? » demanda Jason avec la brutalité directe propre aux enfants. Emma hocha la tête, à moins que quelque chose ne change. « Et toi? » »« Je ne crois pas. Plus maintenant. » Jason serra sa main. « Pas depuis que je t'ai rencontré. » La une du journal Le Monde brillait sur la tablette de Thomas. Les laboratoires Mitchell Santé s'effondrent en bourse après des allégations de contamination. En sous-titre, le PDG Thomas Mitchell ordonne une enquête interne et suspend plusieurs membres du conseil d'administration. 1 semaine s'était écoulée depuis la révélation d'Emma. Et Thomas agissait depuis lors avec une efficacité implacable. Les analyses sanguines spécialisées avaient confirmé l'impensable. Jason et Emma présentaient tous deux des taux élevés d'un composé PFAS, utilisé exclusivement dans la nouvelle formule de revêtement médical développée par son entreprise. « Les vautours tournent », observa M. Henry en déposant le café du matin sur le bureau. « Qu'ils tournent », répondit Thomas sans lever les yeux du dernier rapport de laboratoire. « J'ai connu pire que les journalistes économiques. » Le visage habituellement impassible du majordome se teinta de sollicitude. « Si je puis me permettre, monsieur, vous n'avez pas dormi depuis des jours. Je dormirai quand j'aurai réparé ça. » « Réparer quoi, au juste, monsieur? » Le jeune maître Jason va mieux de jour en jour. Thomas leva enfin les yeux. « Oui, mon fils se remet. Mais qu'en est-il d'Emma Wylon et des autres enfants potentiellement touchés? » Il désigna la carte étalée sur le bureau, marquée d'épingles indiquant les habitations situées en aval du centre de recherche. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. La sonnette retentit, interrompant leur échange. « Ce doit être le professeur Benoît, » dit Henry avant de s'éclipser. Thomas redressa sa cravate, passa une main dans ses cheveux en bataille, essayant d'avoir l'air moins épuisé. Le professeur Benoît était devenu un allié inattendu, risquant sa réputation professionnelle pour aider à relier les pathologies des enfants à Mitchell Santé. « Vous avez mauvaise mine », fut son salut d'entrée, son nœud papillon du jour orné de petites tasses à café. « Toujours un plaisir, professeur », répondit Thomas d'un ton sec. Le médecin posa sa mallette sur le bureau. « Comment va Jason ce matin? » « Mieux. Il a réussi à aller aux toilettes presque sans aide. »« Remarquable », souffla Benoît en secouant la tête.
Et les épisodes de mousse? Un seul hier, très léger. Le professeur sortit des fioles et un kit de prélèvement. Je voudrais de nouveaux échantillons. Le laboratoire de la Pitié-Salpêtrière a accepté de les analyser discrètement. Et Emma? Demanda Thomas, la question brûlant ses lèvres. Le visage du professeur se fit grave. Aucun changement, je le crains. Son état s'est même aggravé depuis votre visite. Le cancer est agressif. Thomas ferma brièvement les yeux. Les traitements ne fonctionnent pas. Ils n'ont jamais vraiment fonctionné, répondit le professeur d'une voix basse, même avant la découverte du lien avec les PFAS. Une pensée fulgura dans l'esprit de Thomas. Et si nous essayions la même approche que pour Jason, la plasmaphérèse, pour filtrer son sang? Cas différent, expliqua Benoît. La paralysie de Jason provenait de l'accumulation de protéines dans le sang, sans doute une réaction anormale à l'exposition au PFAS. Le cancer d'Emma, lui, a peut-être été déclenché par la même exposition, mais purifier son sang maintenant n'éliminera pas les tumeurs déjà formées. Thomas frappa le bureau du poing. Il doit bien exister une solution, docteur. Benoît le regarda, intrigué. Vous vous êtes beaucoup attaché à elle. Elle a sauvé mon fils quand la médecine moderne en était incapable. Et maintenant, elle meurt à cause de mon entreprise. Nous n'en avons pas la certitude, coupa le professeur. Les PFAS peuvent être un facteur contributif, mais corrélation ne signifie pas causalité. Ne me parlez pas de prudence scientifique, répliqua Thomas avec colère. J'ai vu les rapports internes que mon conseil voulait enterrer. Il savait que la nouvelle formule n'était pas complètement testée. Il savait qu'il y avait contamination dans la Seine, près du site. Que vous êtes en train de gérer, rappela calmement Benoît. L'opération de confinement, l'alerte sanitaire, le fonds d'indemnisation. Vous faites ce qu'il faut. Trop tard pour Emma. Le professeur le fixa un long moment, pensif. Il reste une possibilité dont nous n'avons pas parlé. Très expérimentale. Thomas se pencha. Je vous écoute. Emma entretient avec Jason un lien inexplicable, un lien qui lui a permis d'identifier et d'inverser sa condition. Oui. Et si ce lien fonctionnait dans les deux sens, dit lentement Benoît. Si Jason pouvait, d'une manière ou d'une autre, aider Emma comme elle l'a aidé. Thomas le fixa. Ce n'est pas de la science, c'est de la magie, du mysticisme. Le professeur haussa les épaules. Peut-être, ou peut-être une science que nous ne comprenons pas encore, un phénomène d'intrication quantique, biologique? Qui sait? Avant que Thomas ne réponde, son téléphone sonna. Le nom Sarah Willon s'afficha à l'écran. Son estomac se serra. « Sarah !» lança-t-il en décrochant. La voix de la mère résonna, tendue, à peine contenue. Emma vient d'avoir une rechute. Les médecins disent que c'est le moment de lui dire adieu. J'arrive, répondit aussitôt Thomas. Est-ce qu'elle est consciente? Par intermittence, elle demande Jason. Thomas leva les yeux vers le professeur Benoît, qui avait clairement entendu. Emmenez-le, dit simplement le médecin. Si cela peut lui apporter un peu de réconfort, elle le mérite. 1 heure plus tard, ils étaient réunis dans la chambre d'Emma à l'hôpital Necker. Thomas, le professeur Benoît et Jason, installés dans un fauteuil roulant, encore trop faible pour marcher longtemps. Sarah était assise près du lit, serrant la main amaigrie de sa fille, le visage pétrifié dans une douleur contenue. Emma restait immobile, la respiration courte, la peau presque translucide. L'enfant vive et sage d'autrefois semblait s'être effacée, ne laissant qu'une coquille fragile. « Emma ?» appela doucement Jason. « C'est moi. » Les paupières d'Emma frémirent. « Jason ?» murmura-t-elle, un sourire éphémère effleurant ses lèvres.
Tu marches presque, remarqua-t-elle faiblement. Je m'entraîne encore, répondit-il, prenant son autre main. Toi aussi, il faut que tu t'entraînes. Je crois que je n'aurai plus à m'entraîner, dit-elle tristement. Sarah étouffa un sanglot. Jason leva les yeux vers son père. Papa, ce qu'Emma a fait pour moi, je peux le faire pour elle? Thomas regarda le professeur Benoît, qui acquiesça imperceptiblement. On ne sait pas, mon grand, répondit-il honnêtement, mais tu peux essayer. Avec une force inattendue, Jason se redressa et s'assit au bord du lit d'Emma. Il posa une main sur son front, imitant le geste qu'elle avait eu pour lui. « Je ne sais pas voir à l'intérieur comme toi », avoua-t-il. Les yeux d'Emma s'ouvrirent complètement, croisant les siens. « Tu n'as pas besoin de voir, juste de sentir. » Pendant plusieurs minutes, la pièce resta silencieuse, rythmée seulement par le bip des moniteurs. Jason gardait les yeux fermés, la main sur le front d'Emma, le visage crispé par la concentration. Rien ne semblait se produire. Les larmes de Sarah coulaient sans bruit. Le professeur Benoît jeta un coup d'œil discret à sa montre. Puis Jason inspira brusquement. « Je le sens », chuchota-t-il. « Les taches sombres, elles sont en colère. »« C'est le cancer », murmura Emma faiblement. « Ce n'est pas collant comme le mien, c'est tranchant. » Le visage de Jason se contracta. « Ça fait mal, Emma. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « Je ne sais pas comment les faire partir. » Elle leva une main tremblante pour lui effleurer la joue. « Ce n'est pas grave, tu as essayé. »« Attends, » intervint Thomas, une idée désespérée surgissant. « Jason, souviens-toi comment ton corps s'est battu contre le sang collant, comment il l'a expulsé sous forme de mousse. » Jason hocha la tête. Peut-être que le corps d'Emma doit se battre aussi, mais qu'il ne sait pas comment. Le professeur Benoît semblait sceptique, mais ne protesta pas. « Montre-lui comment tu t'es battu, » dit Thomas d'une voix basse. « Montre à son corps quoi faire. » Jason se tourna vers Emma, une détermination nouvelle dans le regard. Il posa ses deux mains sur ses épaules et se pencha pour lui murmurer à l'oreille des mots si doux que personne ne les entendit. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Son corps se tendit brusquement. « Emma !» s'écria Sarah, affolée. Et soudain, à la stupeur et à l'horreur de tous, Emma commença à convulser. Non pas les secousses violentes d'une crise neurologique, mais des mouvements rythmés, presque intentionnels. De son nez et de sa bouche ne sortait pas de la mousse rose, mais une substance noire, visqueuse, semblable à du goudron. « Mon Dieu !» souffla le professeur Benoît en se précipitant. « C'est impossible. »« Trouvez de quoi recueillir ça, » ordonna Thomas, saisissant un bassin sur la table de chevet. Le liquide noir continua de s'écouler pendant près d'une minute, le petit corps d'Emma semblant expulser la noirceur même. Quand tout cessa enfin, elle resta immobile, haletante, mais paisible. Le professeur vérifia ses constantes, sa maîtrise professionnelle se fissurant sous l'émotion. Son rythme cardiaque se stabilise, les niveaux d'oxygène remontent. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Sarah, la voix tremblante, fixant le bassin rempli de matière noire. « Je n'en sais rien, » répondit Thomas, « mais il faut l'analyser immédiatement. » Jason retomba dans son fauteuil, épuisé mais souriant. « Elle m'a appris à voir, alors je lui ai appris à se battre. » Le professeur referma soigneusement le bassin avec un couvercle stérile. « En 30 ans d'oncologie, je n'ai jamais... » Il secoua la tête, stupéfait. Les yeux d'Emma papillonnèrent, puis s'ouvrirent, clairs, lucides, pour la première fois depuis des semaines. « Jason » appela-t-elle. « Je suis là » répondit-il, reprenant sa main. « Ça a marché » dit-elle avec une tranquille certitude. « Les choses pointues s'en vont. »
Sarah regarda frénétiquement sa fille, puis le professeur. Elle a une chance. Le masque de prudence scientifique du médecin vacilla face à l'évidence. Nous devons faire des tests, imagerie complète, analyse sanguine. Il s'interrompit, fixant le bassin scellé. Et comprendre ce qui vient de se passer. Thomas sentit l'espoir et la peur se mêler dans sa poitrine. L'espoir pour Emma. La peur de ce que cette connexion entre les deux enfants pouvait révéler. Une connexion défiant toute logique médicale. « Quoi qu'il arrive, » dit-il doucement à Sarah, « quoi que nous découvrions, je vous le promets. Emma aura les meilleurs soins possibles aussi longtemps qu'il le faudra. Et la vérité sur ce que mon entreprise a fait sortira, quel qu'en soit le prix. » Comme, en réponse à ces mots, son téléphone vibra. Un message de son chef de la sécurité. Preuve récupérée sur les appareils des membres du conseil, confirmant la connaissance de la contamination. La police a été prévenue. La justice approchait, mais arriverait-elle à temps pour Emma? Dernière minute, le PDG des laboratoires Mitchell Santé témoigne devant la commission parlementaire sur la contamination au PFAS. La télévision diffusait la nouvelle en fond sonore, pendant que Sarah rajustait les oreillers d'Emma. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de la substance noire, comme le désignait désormais cliniquement le professeur Benoît. 3 semaines de tests quotidiens, de spécialistes déconcertés et d'un espoir prudent. « Ton père passe encore à la télé », remarqua Sarah en entrant dans la chambre, où Emma, assise dans son lit, coloriait, une activité qui l'aurait épuisée 1 mois plus tôt. Emma leva les yeux vers l'écran, où Thomas Mitchell témoignait devant un panel de politiciens à l'air sévère. Il a l'air fatigué. Exposer la corruption d'entreprise tout en dirigeant un groupe international, ça use, répondit Sarah avec un humour sec. Emma esquissa un sourire. Tu ne le détestes plus. Je ne l'ai jamais détesté, protesta Sarah faiblement. Un peu si, répliqua Emma avec son habituelle franchise. C'est normal. Moi aussi, je détesterais quelqu'un si je pensais que son entreprise m'avait rendu malade. Sarah s'assit près de sa fille, émerveillée par la couleur rosée qui animait à nouveau ses joues, remplaçant la pâleur cireuse de la mort annoncée. Les derniers le scanner montraient une réduction de 40% de la taille des tumeurs, un résultat si inédit que le professeur Benoît avait exigé 3 confirmations indépendantes avant d'y croire. « Madame Willon ?» Une infirmière apparut à la porte. « Le professeur Benoît souhaite vous voir. Les Mitchell sont arrivés pour la visite. » Dans le bureau du professeur, Thomas se tenait debout près du fauteuil de Jason. Le garçon pouvait désormais marcher sur de courtes distances, mais se fatiguait vite. Les 2 Mitchell levèrent des regards pleins d'attente à l'arrivée de Sarah. « Comment va-t-elle aujourd'hui ?» demanda Thomas. « Elle colorie, elle parle, elle mange, des choses que je n'espérais plus revoir. » Sa voix se brisa. « La nuit où vous avez amené Jason, je croyais lui dire adieu. » Le professeur s'éclaircit la gorge. Son nœud papillon du jour représentait de petits éclairs jaunes. C'est justement la raison de cette réunion. Asseyez-vous, je vous prie. Une fois tout le monde installé, il fit défiler sur sa tablette une série d'images. Voici les derniers scanners d'Emma, comparés à ceux d'il y a 3 semaines. La différence était saisissante. Les masses mambagliamas sombres avaient invisiblement diminué. Et ceci, ajouta-t-il en changeant d'écran, c'est l'analyse de la substance noire expulsée par Emma. Thomas se pencha. « Vous avez pu l'identifier ?» « Partiellement, » répondit Benoît. « Elle contient des cellules cancéreuses nécrosées, ce qui est attendu, mais aussi le composé PFAS que nous avions trouvé chez les 2 enfants, sous une forme partiellement métabolisée. »« Ce qui signifie, demanda Sarah.
Cela signifie que le corps d'Emma a trouvé un moyen de cibler les cellules contaminées par les PFAS et de les expulser, ce qui est, franchement, impossible selon tout ce que nous savons. En oncologie, jusqu'à ce que cela se produise, observa Thomas. Jusqu'à ce que cela se produise, confirma le professeur. Ce qui m'amène à ma proposition. J'ai pris contact avec l'INSERM et plusieurs hôpitaux de recherche. Ils souhaitent mettre en place une étude officielle sur les 2 enfants. Une étude, répéta Sarah d'une voix tranchante. Ma fille n'est pas un cobaye. Bien sûr que non, la rassura Benoît. Mais ce qui se passe ici pourrait aider d'innombrables enfants exposés à la même contamination. Thomas posa une main apaisante sur le bras de Sarah. Je comprends vos craintes, mais imaginez ce que cela pourrait signifier. Pas seulement pour Emma et Jason, mais pour d'autres. Avant qu'elle ne puisse répondre, des alarmes retentirent dans tout l'hôpital, suivies d'une annonce. Code bleu, oncologie pédiatrique. Code bleu, oncologie pédiatrique. Sarah se figea. Emma, ils coururent jusqu'à sa chambre. Le personnel s'affairait autour du lit. Emma convulsait, une substance noire s'écoulant de sa bouche et de son nez. « Elle allait très bien il y a quelques minutes », cria Sarah. « Ça recommence », murmura Jason. « Elle se bat. » Les convulsions durèrent 3 minutes d'angoisse avant qu'Emma ne retombe immobile. Le professeur fixa le moniteur, stupéfait. Son taux d'oxygène se normalise, le rythme cardiaque se stabilise. Tandis qu'on l'emmenait pour des examens d'imagerie, les yeux d'Emma s'ouvrirent. Elle regarda Jason. « Merci », souffla-t-elle. « Je n'ai rien fait cette fois », répondit-il. « Tu m'as montré comment », dit-elle doucement. « Le premier effort est toujours le plus difficile. » Plus tard, pendant les examens, Sarah se tourna vers Thomas. « Si tout cela est réel, si elle se bat vraiment, alors je veux cette étude. Je veux comprendre ce qui se passe et aider les autres enfants dont elle a parlé. » Thomas s'acquiesça. « J'ai identifié 17 cas en aval de notre site, tous présentant des symptômes similaires à ceux de Jason. »« 17 » répéta Sarah, horrifiée. « Ce sont seulement ceux que nous connaissons. » L'expression de Thomas se durcit. Les membres de mon conseil n'ont pas été seulement négligents, ils ont été criminels. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Mon entreprise a perdu la moitié de sa valeur. Certains actionnaires réclament ma démission et j'ai reçu 3 menaces de mort cette semaine, dit-il avec un rire amer. Pourtant, vous continuez l'enquête. Certaines choses comptent plus que l'argent, répondit Thomas en regardant son fils. Quand reprennent les auditions parlementaires, demanda Sarah. Demain. Pourquoi? Parce que, dit Sarah avec une détermination nouvelle, ils doivent entendre la voix d'une mère dont la fille se bat pour sa vie à cause de la cupidité des puissants. Je ne mets pas ça, déclara Emma en regardant la robe à volants que Sarah avait déposée sur le lit. On dirait un cupcake vivant? Sarah soupira. C'est l'audition parlementaire, ma chérie. Il faut être présentable. Je peux être présentable sans ressembler à un dessert, répliqua Emma. Et puis, qui met du rose pour parler du cancer? Sarah réprima un sourire. 6 semaines après le 2e épisode d'expulsion, Emma avait retrouvé non seulement sa force, mais aussi sa personnalité bien trempée. Les derniers scanners montraient une réduction de 70% des tumeurs, sans nouvelle croissance. Emma enfila une simple robe bleue et ses baskets préférées. Le professeur Benoît dit que je dois éviter le stress. Un coup frappé à la porte révéla Thomas et Jason, tous deux vêtus de costumes sombres. « Prête pour le grand jour ?» demanda Thomas, la voix marquée par la fatigue. Les auditions parlementaires en étaient à leur 3e semaine, avec les témoignages successifs de scientifiques,
de responsables sanitaires et de familles touchées. Ce jour-là, Thomas et Sarah allaient comparaître côte à côte. Le PDG, lanceur d'alerte, et la mère d'une victime. Thomas prit Sarah à part dans le couloir. L'équipe de défense des anciens membres du conseil prévoit de discréditer le cas d'Emma. Comment ça? En affirmant que sa guérison est une supercherie ou un coup de publicité. Ils ont engagé des experts, prêts à témoigner qu'une régression tumorale spontanée d'une telle ampleur est médicalement impossible. C'est impossible, répondit Sarah doucement. Et pourtant, c'est arrivé. Je sais, mais ils vont te présenter comme une opportuniste, une complice de ma campagne contre l'entreprise pour faire baisser le cours de l'action et préparer un procès lucratif. Sarah eut un rire amer. Bien sûr, j'ai mis en danger la vie de ma fille juste pour de l'argent. Avant que Thomas ne puisse répondre, son téléphone vibra. « Professeur Benoît » dit Sarah en décrochant. « Comment s'est passée la présentation? »« Mieux que prévu, » répondit-il avec excitation. « On l'appelle désormais le protocole Wheelon-Mitchell. Le conseil médical a autorisé une étude élargie sur les nouveaux cas. C'est merveilleux. Ce n'est pas tout. Les dernières analyses d'Emma montrent des niveaux de PFS quasiment indétectables. » Sarah porta une main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. Et les tumeurs continuent de régresser. Si la tendance se poursuit, nous pourrions envisager une rémission complète d'ici quelques mois. « Rémission complète », murmura-t-elle, des mots qu'elle n'avait plus osé espérer entendre. La salle d'audience de l'Assemblée nationale bourdonnait de journalistes et de lobbyistes. 9 députés étaient installés derrière une grande table, flanqués de leurs assistants. D'un côté siégèrent les accusés, 5 anciens membres du conseil d'administration des laboratoires Mitchell Santé, entourés de leurs avocats. De l'autre, Thomas, Sarah et une équipe de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. « Madame Sarah Wheelon », annonça la présidente de la commission, une femme à la chevelure argentée et au regard sévère. Sarah s'approcha du micro. « Merci, Madame la Présidente. Vous êtes la mère d'Emma Wheelon, diagnostiquée avec un neuroblastome de stade 4, n'est-ce pas? »« Oui, Madame. Et vous croyez que sa maladie a été causée par la contamination chimique provenant du site des laboratoires Mitchell? Les éléments suggèrent que... » Répondez par oui ou non, la coupa sèchement un député de droite. Sarah planta son regard dans le sien. Vous voulez une réponse simple à une question qui a failli me coûter ma fille? Oui ou non, madame? Un murmure parcourut la salle. Observation pertinente, intervint la présidente avec un léger sourire. Vous pouvez continuer à votre manière. Sarah raconta posément le diagnostic, le déclin, puis la lente guérison d'Emma, s'en tenant aux faits médicaux avérés, sans évoquer les phénomènes inexpliqués. « Vous savez, » reprit la présidente, « que la défense soutient que la guérison de votre fille est une anomalie médicale sans lien avec une exposition chimique. Je le sais. Mais j'aimerais rappeler que 23 autres enfants vivant près du site présentent les mêmes symptômes. Sont-ils tous, eux aussi, des anomalies? Un frisson parcourut le banc de la défense. De plus, ajouta Sarah, grâce au protocole établi à partir du cas de ma fille, 5 de ces enfants montrent déjà des signes d'amélioration. Cette révélation fit naître un désarroi visible parmi les anciens administrateurs. L'un d'eux se pencha précipitamment vers son avocat, chuchotant à toute vitesse. L'avocat principal se leva. « Madame la Présidente, nous n'avons connaissance d'aucun protocole de ce type. Ces informations sont nouvelles. Parce qu'elles ont été approuvées ce matin, intervint Thomas. « Monsieur Mitchell, vous aurez la parole plus tard, » rappela la présidente. Sarah poursuivit. « Ma fille et Jason Mitchell ont connu des guérisons que la science ne peut encore expliquer.
En étudiant ce qui s'est produit, les médecins ont élaboré un traitement expérimental pour d'autres enfants contaminés. Et en quoi consiste ce traitement? Demanda une députée venue de Marseille. Sarah hésita. Comment expliquer quelque chose qui relevait presque du miracle? Une filtration du sang, répondit une petite voix au fond de la salle. Toutes les têtes se tournèrent. Emma se tenait au centre de l'allée, Jason à ses côtés. « Jeune fille, » commença la présidente. « Ceci est une audience parlementaire officielle. »« Je sais, » répondit Emma avec politesse, mais fermeté. « Mais comme vous parlez de moi, je me suis dit que je devais répondre. » La vidéo d'Emma parlant à l'Assemblée fit le tour du pays en quelques heures. Une fillette de 8 ans donne une leçon aux députés sur la sécurité chimique, titra Le Monde. Ils disent que tu es une super-héroïne, plaisanta Jason 2 mois plus tard dans la salle de jeu de l'hôpital Necker. Emma leva les yeux au ciel. N'importe quoi, j'ai juste eu de la chance. Nous deux, corrigea Jason, alors que leurs parents entraient avec le professeur Benoît. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Emma en voyant leur visage sérieux. Le professeur Benoît ajusta son nœud papillon à motif de planète. Nous venons de recevoir les derniers rapports sur les autres enfants exposés. 15 montrent une amélioration grâce à la plasmaphérèse, expliqua Thomas. Mais 8 ne répondent pas aussi bien. Emma hocha la tête. Parce qu'ils n'ont personne pour leur montrer comment se battre. Le traitement agit différemment selon les patients, précisa Benoît. Nous en apprenons encore. Je veux les voir, déclara Emma. Les enfants qui ne vont pas mieux. Sarah s'accroupit à sa hauteur. Ma chérie, je sais que tu veux aider, mais je peux, insista Emma avec calme. Comme j'ai aidé Jason. Emma, commença Thomas d'un ton doux. Ce qui s'est passé entre toi et Jason était unique. Je comprends, répondit-elle avec assurance. C'est comme apprendre à quelqu'un à faire du vélo. Difficile à expliquer, mais facile à montrer. Le professeur Benoît tout sauta. Plusieurs études ont documenté des cas où des patients présentant des troubles similaires s'améliorent au contact d'autres malades. Nous appelons cela le phénomène de guérison partagée. C'est une façon compliquée de dire que les amis aident les amis à guérir, observa Emma. Thomas eut un petit rire. La vérité sort de la bouche des enfants. Le professeur se tourna vers Sarah. Avec votre accord, nous pourrions organiser des visites encadrées avec certains enfants. Sans promesse, simplement des moments d'échange. Sarah hésita. Qu'en penses-tu, Emma? Ces enfants sont très malades. Je sais à quoi ça ressemble, maman, répondit Emma avec douceur. J'étais en train de mourir, tu te souviens? Puis, plus légèrement, et puis, je suis super forte à ça. Ainsi commencèrent les tournées d'Emma. Des visites programmées auprès d'autres enfants touchés, toujours surveillées, toujours courtes pour ménager sa force. À la surprise générale, les améliorations apparurent presque aussitôt. Des enfants jusque-là non réceptifs au traitement commencèrent à montrer des signes de rétablissement. Faibles d'abord, puis de plus en plus nets. Cela défie toute explication, avoua le professeur Benoît à Thomas et Sarah alors qu'ils observaient Emma jouer avec 2 jeunes patients. Tout s'améliore. Elle leur montre comment se battre, expliqua Jason depuis son fauteuil roulant. Oui, mais comment? Insista le professeur. Jason haussa les épaules. Difficile à expliquer, facile à montrer. Mais elle n'a plus beaucoup de temps, vous savez. Les adultes se figèrent. « Que veux-tu dire ?» demanda Sarah d'une voix tendue. « Pas comme ça », précisa vite Jason. « Elle ne va pas mourir. Mais bientôt, elle ne verra plus à l'intérieur des gens. Ça s'en va. »« Comment peux-tu le savoir ?» demanda Thomas. « Elle me l'a dit. Et je le sens encore un peu, moi aussi. Pas comme elle, mais assez pour savoir que ça change. »
Le professeur prit une note. Vous pensez que cette capacité est liée à la maladie elle-même? Jason hocha la tête. Emma croit que nos cerveaux ont trouvé de nouveaux chemins quand les produits chimiques ont bloqué les anciens. Mais une fois qu'on va mieux, tout revient à la normale. Une adaptation neurologique comme mécanisme de survie, murmura le professeur. Un don, corrigea doucement Sarah. Même s'il est temporaire. Plus tard, alors qu'elle bordait Emma dans leur nouvel appartement, payé par la Fondation Mitchell, Sarah aborda le sujet. Jason a dit que ton don s'effaçait. Emma hocha la tête, somnolente. Oui, c'est comme quand on regarde une lumière et qu'on ferme les yeux. La lueur finit par disparaître. Ça te fait peur? Un peu, mais c'est normal. Il a fait ce qu'il devait faire. Aider Jason, m'aider, aider les autres. Emma bâilla. Le professeur Benoît dit qu'on a créé une carte pour que les médecins puissent suivre la route, même quand je ne verrai plus. Le téléphone de Sarah vibra. Un message de Thomas. Allume les infos maintenant. Elle prit la télécommande et baissa le volume. À l'écran, un bandeau édition spéciale. Les anciens dirigeants des laboratoires Mitchell, inculpés pour crimes environnementaux. La voix du présentateur vibrait d'excitation. Les procureurs fédéraux ont engagé des poursuites contre 5 anciens cadres des laboratoires Mitchell pour mise en danger délibérée de la santé publique, conspiration et obstruction à la justice. Sarah porta une main à sa bouche. La justice arrivait enfin. Un nouveau message de Thomas. On l'a fait. Ensemble. Sarah regarda sa fille endormie, des larmes de soulagement aux yeux. Oui, murmura-t-elle. On l'a fait. Je ne veux pas y aller, protesta Jason, les bras croisés à l'arrière de la voiture de Thomas. Le gala est en ton honneur et celui d'Emma, rappela son père. Vous êtes les invités principaux. C'est idiot. Pourquoi sourire à des inconnus? Parce que la Fondation Mitchell-Willon a récolté 20 millions de dollars pour des enfants comme vous deux. 6 mois avaient passé depuis l'inculpation du conseil. Thomas avait quitté son poste de PDG pour se consacrer entièrement à la fondation qu'il avait créée avec Sarah. Les 23 enfants affectés étaient désormais en convalescence, même si certains gardaient des séquelles à vie. Jason et Emma étaient devenus, malgré eux, des célébrités. Leur histoire faisait la une des revues médicales, des journaux et même d'un documentaire à venir. Très bien, céda Jason en descendant de voiture devant le Four Seasons. Mais je ne ferai pas de discours. Marché conclu, répondit Thomas, secrètement soulagé. Parler en public restait difficile pour Jason, dont la diction fatiguée trahissait encore les traces de la maladie. À l'intérieur, les notables de Boston se mêlaient en tenue de gala. Thomas aperçut Sarah et Emma près de la scène. Sarah, élégante en noir. Emma, rayonnante dans une robe bleue. À presque 9 ans, avec sa rémission complète, elle ne gardait de son épreuve qu'une maturité touchante. Jason retrouva instantanément le sourire en la voyant, oubliant sa mauvaise humeur. Le lien entre eux demeurait fort, même si leur étrange don s'était éteint. Alors qu'ils traversèrent la salle, un sénateur s'approcha. « Mitchell, un travail remarquable avec la Fondation. »« Merci, » répondit Thomas. « Mais le vrai mérite revient aux enfants. Je prépare une commission sur la régulation de la sécurité chimique, et je veux que vous en fassiez partie. » Thomas hésita. Depuis son départ de l'entreprise, il avait soigneusement évité toute implication politique. « Papa, » interrompit Jason en tirant sa manche. « Emma essaie de te faire signe. » De l'autre côté de la salle, Emma agitait les bras, pointant vers l'entrée. Thomas suivit son regard et se figea. Christine, son ex-femme, la mère de Jason, celle qui les avait quittés après le diagnostic.
Excusez-moi, monsieur le sénateur, dit Thomas en se plaçant instinctivement devant Jason pour le protéger. Mais le garçon avait déjà vu la femme approcher. « Maman, murmura-t-il, la voix tremblante et incertaine. Christine s'avançait, élégante dans une robe de créateur, le port altier, les yeux brillants d'un mélange de regret et d'orgueil blessé. « Thomas, Jason, vous avez bonne mine, dit-elle d'un ton mesuré. « Que fais-tu ici » demanda Thomas, la voix contenue. « J'ai été invité, répondit-elle, sortant une carte d'invitation de sa pochette. « Pas par moi, intervint une voix derrière eux. Sarah s'avançait, calme mais ferme. Madame Mitchell avait manifesté le souhait de soutenir la fondation. Thomas lui lança un regard de reproche. « Et vous êtes » demanda Christine, la fixant avec froideur. « Sarah Whelan. Ma fille Emma a été victime de la même contamination que Jason. » Christine tourna la tête vers la fillette, qui la dévisageait sans crainte. « Alors, tu es la petite fille miracle dont parlent les journaux ?» Emma pencha légèrement la tête. « Et vous, vous êtes la maman qui est partie ?» Un silence pesant s'installa. Jason baissa les yeux. « Emma !» protesta Sarah. « Désolée, » dit Emma sans en avoir vraiment l'air. « Mais elle le pense si fort que je l'entends presque. » « Elle pense quoi ?» demanda Christine, raide. « Que vous avez fait une erreur, que vous avez honte, et que vous voudriez réparer, mais que vous ne savez pas comment. » Christine pâlit. « Je ne sais pas quel petit jeu. » « Ce n'est pas un jeu, intervint soudain Jason. Emma sait des choses, et elle a souvent raison. « Je ferais mieux de partir, » dit Christine d'une voix brisée. C'était une erreur de venir. Alors qu'elle se retournait, Jason attrapa sa main. « Attends, s'il te plaît. » Le ton suppliant de son fils la figea. « Je vais mieux, maman, » dit-il doucement. « Je ne suis plus malade. » L'implication resta suspendue dans l'air. Était-ce suffisant pour la retenir? Christine se mit à genoux, les larmes lui montant aux yeux. « Je sais, j'ai suivi tes progrès. Je suis si fier de toi. » « Mais pas assez pour revenir, » ajouta Thomas, la voix dure, les blessures rouvertes. « Je mérite ta colère, mais je suis ici pour essayer de refaire partie de la vie de Jason. » « Après tout ce que tu as fait ?» s'étrangla Thomas. « Papa, » intervint Jason, « c'est bon. » « Bon, elle t'a abandonné quand tu avais le plus besoin d'elle. »« Je sais, mais Emma dit que tout le monde mérite une seconde chance. » Tous les regards se tournèrent vers la fillette qui haussa les épaules. « Je n'ai pas vraiment dit ça, mais ça me ressemble, » admit-elle. Sarah éclata de rire. « La sagesse des enfants !» L'organisatrice du gala s'approcha. « Nous allons commencer. Pouvez-vous prendre place sur scène ?» Alors qu'ils avançaient, Thomas tira Sarah à part. « Pourquoi ne pas m'avoir prévenu pour Christine? Tu l'aurais laissé venir ?» « Bien sûr que non. »« Justement, » répondit Sarah calmement. « Ce n'est pas à propos de toi ou d'elle. C'est pour les enfants, pour récolter des fonds, pour en sauver d'autres. » La colère de Thomas s'éteignit. « Depuis quand es-tu devenu si sage? »« Depuis que je traîne avec Emma, » répondit-elle avec un sourire. Sur scène, Thomas remarqua Jason, cherchant du regard sa mère. Il la trouva au fond de la salle, incertaine, presque tremblante. Emma lui serra la main doucement. Ce simple geste suffit à l'apaiser. « Mesdames et messieurs, » déclara le gouverneur au micro, « ce soir, nous célébrons un partenariat extraordinaire, né d'une tragédie inimaginable. » Mais un mouvement au fond de la salle interrompit son discours. Deux hommes en costume, escortés d'agents de police, avancèrent rapidement. Ils se dirigèrent droit vers Christine, qui recula, paniquée. « Qu'est-ce que... » marmonna Thomas en se levant. « Christine Mitchell » annonça l'un des hommes en montrant une plaque.
Police judiciaire. Nous avons un mandat d'arrêt à votre nom dans l'affaire de la contamination chimique. Un souffle de stupeur parcourut la salle. C'est absurde, protesta Christine. Je n'ai plus rien à voir avec l'entreprise depuis des années. Nous avons des preuves que vous étiez informée de la contamination lorsque vous occupiez encore le poste de directrice marketing, répondit l'agent. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il lui lisait ses droits, Christine chercha le regard de Thomas, suppliante. « Tu étais au courant ?» demanda-t-il à Sarah. « Non, chuchota-t-elle. Je te jure que non. » Jason s'était levé, bouleversé. « Papa, pourquoi ils emmènent maman ?» Avant que Thomas ne réponde, Emma serra la main du garçon. « Elle savait, dit-elle simplement. Elle savait pour les produits chimiques, mais elle n'a rien dit. »« Impossible, protesta Thomas. Christine et ses parties avant qu'on découvre la contamination. »« Mais pas avant qu'elle commence, insista Emma. Elle savait. » Alors que les agents emmenaient Christine, Thomas prit une décision. « Reste ici, dit-il à Jason, puis il rejoignit le groupe. « Quelles preuves avez-vous » demanda-t-il. Des courriels récupérés sur les serveurs internes. Madame Mitchell figurait en copie de messages évoquant la contamination 2 ans avant sa révélation publique. Thomas se tourna vers son ex-femme, dont le masque s'effondrait. « C'est vrai ?» Le silence de Christine fut une réponse. « Je croyais que c'était un simple problème technique, » murmura-t-elle enfin. « Quand je suis partie, je voulais tout oublier, même notre fils. J'ignorais que les deux étaient liés, je te le jure. »« Et tu n'as rien dit, même pendant les audiences ?»« J'avais peur. »« Emmenez-la, » dit Thomas d'une voix glaciale. De retour sur scène, il retrouva Jason en larmes. « Elle allait repartir de toute façon, » dit doucement Emma. « Autant connaître la vérité. »« Je crois que je le savais, » répondit Jason en essuyant ses yeux. « C'est pour ça qu'elle ne venait jamais. » Le gouverneur s'éclaircit la gorge. Peut-être est-ce le bon moment pour entendre les véritables héros de cette histoire. Emma et Jason. Emma tenait déjà Jason par la main, l'entraînant vers le pupitre. Elle ajusta le micro et déclara d'une voix étonnamment assurée. « Bonsoir à tous, je m'appelle Emma, et voici Jason. Nous avons été très malades parce que certains adultes n'ont pas pris soin d'empêcher les produits chimiques d'empoisonner les enfants. » Un rire nerveux parcourut la salle. « Mais nous sommes guéris, » continua-t-elle, « parce que d'autres adultes ont travaillé très dur pour réparer leurs erreurs. Des médecins comme le professeur Benoît, avec ses nœuds papillons pleins d'humour. Des parents comme les nôtres qui n'ont jamais abandonné. Et vous tous qui donnez de l'argent ce soir pour aider d'autres enfants. » Jason fit un pas en avant, rassemblant son courage. « Nous voulions simplement vous dire merci. Et aussi vous dire que les autres enfants vont mieux eux aussi. » Emma acquiesça. « Les médecins appellent ça le protocole Weiland-Mitchell. En vrai, c'est juste notre sang. Il nous dit quand quelque chose ne va pas, et si on écoute bien, on peut se battre. La fondation aidera encore plus d'enfants à se battre, » ajouta Jason. « Des enfants qu'on ne connaît même pas encore. » « Alors merci d'être venu à cette soirée très chic, » conclut Emma avec un grand sourire, même si la nourriture est bizarre et toute petite. Des rires et des applaudissements éclatèrent dans la salle, rompant la tension. 1 an plus tard, Emma fêtait ses 10 ans dans le jardin de leur nouvelle maison. Il y avait Sarah, Thomas, Jason, le professeur Benoît, portant pour l'occasion un nœud papillon gâteau d'anniversaire, et des amis d'école. Absente, Christine, qui purgeait une peine de 18 mois pour sa participation à la dissimulation du scandale. « Fais un vœu, » dit Sarah, pendant qu'Emma se penchait vers ses bougies. Emma ferma les yeux et souffla d'un seul souffle les 10 flammes. Des applaudissements éclatèrent. « Tu as souhaité quoi ?» demanda Jason, désormais un petit garçon de 7 ans,
en parfaite santé. Si je le dis, il ne se réalisera pas, répondit Emma très sérieusement. Plus tard, alors que les adultes discutaient et que les enfants jouaient à chat dans le jardin, Emma et Jason se reposaient sur la balançoire du porche. « Je sais ce que tu as souhaité, » dit Jason. Emma haussa un sourcil. « Vraiment? Tes super-pouvoirs sont revenus? » Jason secoua la tête. « Non, je te connais, c'est tout. »« Très bien, alors dis-moi. » « Que nous restions amis pour toujours, même quand on sera très vieux, genre 30 ans. » Emma éclata de rire. « Pas tout à fait. »« Alors quoi ?» Emma regarda leurs parents, Sarah et Thomas, plongés dans une conversation complice. Leur partenariat à la tête de la fondation s'était transformé en quelque chose de plus profond. « J'ai souhaité qu'on reste une famille, » dit-elle doucement. « Pas seulement toi et moi, mais tous ensemble. » Jason suivit son regard et sourit. « Je crois que ce vœu va se réaliser sans magie d'anniversaire. »« Peut-être, » admit Emma, « mais un petit coup de pouce ne fait jamais de mal. » De la maison, la voix de Sarah retentit. « À table, c'est l'heure du gâteau. » Pour Emma et Jason, pour leur famille et pour tous les enfants aidés par leur fondation, les mots d'Emma étaient devenus bien plus qu'un protocole médical. C'était une philosophie. Un rappel que même dans l'obscurité, la guérison est possible si l'on reconnaît la vérité, si l'on se bat pour la justice et si l'on trouve le courage d'espérer. Et parfois, de croire au miracle.